Monsieur l'avocat général, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses pour les quelques minutes de retard que nous avons. Mais notre commission passionne tellement tous ceux que nous interrogeons que nous prenons systématiquement du retard. Voilà. Je tiens à vous préciser que nous sommes en audition publique à la presse, que tout est enregistré, pour que les choses soient bien claires. Voilà. Car nous pensons qu'effectivement, c'est un des moyens de garder toute la pureté des échanges que nous allons avoir. Nous sommes, mon ami Georges Fenech et moi-même, monsieur l'avocat général, désigné par la commission des lois, sur proposition du président Urvoas. Nous sommes les deux membres d'une commission qui est chargée de faire un rapport sur tout ce qui tourne autour de la révision des décisions pénales. C'est la première fois qu'une telle commission est ainsi composée d'un député de la majorité, que je suis, et d'un député de l'opposition, qui est Georges Fenech. Il ne vous aura pas échappé que l'un étant avocat, l'autre magistrat. Il y a également une complémentarité non négligeable dans cette composition. Monsieur l'avocat général, on connaît personnellement, mais Georges Fenech encore beaucoup mieux que moi, tout ce que vous avez pu dans votre vie professionnelle faire, exercer comme responsabilité et toutes les réflexions que vous avez parce que vous écrivez. Nous voulons rendre un rapport qui permette de réfléchir dans un premier temps pour voir si l'on doit modifier la loi dans un deuxième temps. Ce qui, si nous en sommes bien d'accord, sera fait au cours du premier trimestre de l'an prochain. Toutes les personnes, à peu près, que nous avons entendues sur tel ou tel aspect nous ont dit qu'il fallait modifier la loi. Et il suffit de prendre d'ailleurs les rapports annuels de la Cour de cassation, que vous connaissez mieux que quiconque, où elle dit à quel point la loi est tellement mal faite qu'elle présente des obstacles incontournables, préjudiciables au bon fonctionnement de la justice, que seules des modifications législatives permettraient d'améliorer. C'est ce que dit la Cour de cassation. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes bien amenés à nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ce qui a été admis, y compris par la première personne que nous avons entendue, monsieur le procureur général Marin. Donc, nous avons à voir avec vous, nous venons d'entendre monsieur le président de la commission de réexamen, la révision, le réexamen. Nous sommes effectivement très interloqués par le fait qu'il n'y a eu que 8 décisions depuis 1945 qui ont fait l'objet d'une révision, et dans des cas très spécifiques où on en a pratiquement demandé à chacune des personnes qui en a bénéficié de démontrer son innocence. Heureusement, on ne leur a pas demandé d'apporter le condamné réel. Or, la révision, ce n'est pas ça. La révision, c'est le fait que lorsqu'il y a un doute, nous verrons quel doute, sur un fait nouveau, nous verrons quel fait nouveau, sur un élément nouveau, nous verrons quel élément nouveau, il y a un doute qui permet de dire que, à partir de ce moment-là, soit la personne doit être déclarée innocente, soit elle doit être rejugée. Et bien évidemment, nous aurons à discuter ensemble, de manière très libre. Je dois dire que Georges Fenech a beaucoup réfléchi sur cette notion de doute, qu'il a déposé une proposition de loi dès 2007, tout à son honneur, sur est-ce qu'il doit y avoir un doute simple, un doute léger, le moindre doute, alors même qu'on avait abandonné le doute sérieux et que le législateur, en abandonnant la notion de doute sérieux, souhaitait bien évidemment cela. Chacun connaît l'affaire Seznec, chacun connaît tout un certain nombre d'autres affaires. On peut se poser quand même un certain nombre de questions. Je ne dirais pas au-delà. Un certain nombre de questions sérieuses, en rappelant que M. l'avocat général Launay avait non seulement dit qu'il y avait un doute, mais qu'il était persuadé, sans doute possible, de l'innocence de Seznec. Bon, ce sera les premières choses que nous voulons voir avec vous. Globalement, quand on prend les États-Unis, on considère que du fait de la découverte de l'ADN, une personne sur 4 qui a été condamnée à mort était innocente. Il y avait un doute extrêmement sérieux sur sa culpabilité. En France, c'est 8 affaires
en 70 ans, dont pratiquement une ou zéro sur les problèmes d'ADN, qui ont quand même révolutionné, en termes d'éléments de preuve, la justice. J'aurais aimé avoir aussi votre opinion sur la possibilité de la conservation des preuves. Je lis le rapport de la Cour de cassation qui dit qu'il convient de rappeler que l'article 308 du Code de procédure pénale est trop souvent ignoré et c'est hélas et peu utilisé, alors qu'il prévoit que le président de la Cour d'assises peut ordonner l'enregistrement sonore sous son contrôle des débats, que cet enregistrement peut être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande de révision. Le seul fait que cela ne se fasse pas est une destruction légale de preuves qui nous interpelle très fortement. Est-ce qu'il ne faut pas rendre obligatoire l'enregistrement sonore, voilà, et qu'il pourrait y avoir sur un arrêt motivé éventuellement, mais bien évidemment, il ne faudrait pas suivre soit les parties civiles ou pas. Chacun comprend bien que la partie civile n'a pas intérêt à ce que l'on conserve les preuves, puisque par définition, c'est un élément de la révision. Donc ça nous interpelle très fortement. Est-ce que les greffiers ne devraient pas tout taper, voilà, ou bien alors que ça soit que cela soit auditionné. Et dans les grandes affaires comme celle auxquelles a participé Georges Fenech, bien évidemment, je pense à l'affaire Barbie, que l'on puisse à partir de ce moment-là avoir pour l'histoire, ça c'est autre chose, l'enregistrement avec des plans, bon, on peut discuter tout ça. Voilà tout un certain nombre de choses, y compris sur la motivation des décisions que nous souhaitons vous poser. Je donne la parole à Georges Fenech. Nous organiserons un peu, vous aurez la parole pour un exposé liminaire, et puis ensuite on fera des discussions. Il n'y a guère de choses à rajouter à ce qui vient d'être dit dans l'esprit de notre mission, qui est une mission parlementaire. Il ne s'agit pas d'une mission gouvernementale, puisque c'est une initiative vraiment d'Alain Tourret et moi-même, qui a été accepté par la commission des lois, en dehors de tout sujet d'actualité brûlante. Donc nous sommes dans le temps de la réflexion et nous cherchons à améliorer le dispositif qui remonte à 1989 maintenant. Alors on a entendu les avocats de grande renommée, les avocats de la défense. Donc il est normal maintenant d'entendre l'avocat général, celui qui porte l'accusation, et nous savons quelle est votre riche expérience dans ce domaine. Donc nous allons prendre votre avis sur cette loi de 89, sur ce qu'il faudrait améliorer, faire entrer dans la législation. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de revoir la composition des commissions de révision, des commissions d'instruction? Il faut garder cette césure qui interpelle beaucoup l'opinion quand on voit qu'il y a des décisions contradictoires. On l'a vu dans l'affaire Seznec, entre la commission d'instruction et la cour de révision. Voilà toutes les questions que nous nous posons. D'abord, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur d'avoir été convié à m'exprimer devant votre commission, parce que, après avoir quitté la magistrature en octobre 2011, durant 40 ans, un peu plus de 20 ans aux assises, je n'ai jamais eu l'heure, sous quelque latitude politique que ce soit, d'être convié à participer à une quelconque commission, même qui éventuellement traitait des sujets que mon expérience professionnelle m'avait permis d'aborder, donc je suis très sensible à cette reconnaissance. Je vais, sans vouloir faire dans la provocation ni la contradiction systématique, je voudrais attirer votre attention, et si c'est nécessaire, sur le fait que, à mon sens, ce qu'il y a de fondamental aujourd'hui, c'est davantage de sauvegarder l'autorité de la chose jugée que de participer assez systématiquement, voire obsessionnellement, à une mise en cause des décisions, à un délitement de l'autorité de la chose jugée pour plusieurs raisons. D'abord, et je le dis de manière non ironique, ça n'est pas parce qu'un grand avocat a perdu un procès qu'il y a forcément une erreur judiciaire. Et j'ai eu parfois l'impression, dans l'espace
politique et médiatique qu'il suffisait qu'un procès emblématique ait été perdu à la suite peut-être d'erreurs de la défense ou de carences dans la démonstration pour que d'emblée il y ait l'accusation d'avoir facilité une erreur judiciaire. Je n'irai pas jusqu'à soutenir devant vous que l'erreur judiciaire peut être une mythologie, mais je pense également qu'aujourd'hui, elle est devenue tellement inscrite dans l'esprit public et dans l'esprit des accusés grâce à leurs avocats qu'au fond, eh bien, c'est devenu presque subtilement une voie de recours. Au fond, il y a la première instance, il y a eu l'appel criminel, et je le dis d'autant plus volontiers que je n'étais pas favorable à l'appel criminel, mais que je me suis rendu compte de ses bienfaits. Et puis, au fond, pour voir, on se dit pourquoi pas la révision, même si, bien sûr, la Cour de cassation est très vigilante sur la rectitude de cette procédure. Deuxième élément qui me paraît central, ça n'est pas parce qu'il y a des acquittements, par exemple en appel, ou qu'il y a des relaxes, ou qu'il y a des ordonnances de non-lieu, que nécessairement il y a erreur judiciaire. Trop souvent, les gens et même les spécialistes médiatiques confondent une administration normale de la justice qui doit conduire à l'affirmation d'un doute et donc à l'acquittement, à la relaxe ou à l'ordonnance de non-lieu avec une catastrophe judiciaire. J'ose dire que parmi les nombreuses ordonnances de non-lieu, il en est très peu qui représentent une certitude d'erreur judiciaire, mais bien plus sûrement une administration de la justice qui a su évidemment prendre en compte les obscurités et considérer que, étant plus importante, plus influente que les Lumières, elle devait entraîner le non-lieu. Et au fond, c'est la raison pour laquelle, devant votre commission, et sans vouloir encore une fois contredire, j'ai eu la chance de lire quelques synthèses de Madame Laverge et du procureur général Marin, je suis absolument en désaccord avec ce que j'ai cru comprendre des propos de Madame Laverge qui disait « il y a des erreurs judiciaires tous les jours ». De la même manière qu'un avocat que j'estime, voire que j'admire, Dupond-Moretti, a dit un jour « mais la vie judiciaire est pleine d'outreaux, c'est une absurdité ». C'est une absurdité, et venir dire devant votre commission que la vie judiciaire est pleine d'erreurs judiciaires, ça n'est pas vrai. Ou alors ce sont des erreurs judiciaires d'une autre sorte que celle qui vous intéresse. Pour moi, l'erreur judiciaire véritable, c'est celle qui consiste à poursuivre ou à condamner quelqu'un dont on sait irréfutablement qu'il est innocent parce qu'on a interpellé, on a appréhendé, on a poursuivi et on a condamné le véritable coupable. Donc, je me fais fort, et là, je ne devrais pas tomber dans une ironie inappropriée à la gravité de votre commission, mais j'ai souvent pensé que, étant avocat général aux assises, si un jour j'avais une envie protestataire, eh bien, j'aurais, après avoir écouté les aveux d'un accusé dans une affaire passionnant l'opinion publique et les médias, je me serais fait fort de pouvoir créer, en quelque sorte, le soupçon de l'erreur judiciaire. J'aurais alerté les médias, j'aurais dit que l'accusé, bien sûr, avait accusé et reconnu les crimes, mais qu'en réalité, il avait été contraint et forcé. J'aurais mis dans cette commission un ou deux journalistes, éventuellement un académicien. J'aurais réussi à faire une sorte de tintamarre et je suis persuadé que j'aurais réussi à créer la mythologie de l'erreur judiciaire. Donc, dans ce débat entre plus de sauvegarde de l'autorité de la chose jugée
ou plus de compréhension pour les volontés de réviser les procès, je me situe très clairement du côté de la première branche. Est-ce à dire que le système, les systèmes, puisque j'intègre le réexamen après la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce à dire que ces systèmes, structurellement, sont satisfaisants? J'ose dire que oui. Peut-être parce que je ne suis pas un spécialiste des révisions et j'espère n'avoir jamais mis la main ni l'esprit en 20 ans dans une erreur judiciaire du type de celle que j'évoque, mais je pense que l'économie générale de ces systèmes n'est pas absurde. Je ne vois pas comment on pourrait modifier sensiblement, notamment la révision, les fondements de la révision et la nécessité du fait nouveau, sinon peut-être par des avancées jurisprudentielles qui seraient plus fines et plus sophistiquées. Mais tout de même, si je peux suggérer quelques orientations qui n'ont rien à voir avec un changement substantiel de ce sur quoi vous avez à travailler. Il me semble qu'il y a un problème très important en ce qui concerne le fait nouveau. J'ai été amené à constater que, bien sûr, le fait nouveau n'est réellement perçu, admis comme nouveau, que s'il n'était pas connu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Mais il me semble qu'une telle définition est trop limitée, parce que j'ai moi-même eu l'expérience, et en tant que citoyen m'intéressant à d'autres affaires, j'ai pu constater que l'important n'était pas tant que l'élément ait été connu de la juridiction qui condamnait, mais qu'il ait été débattu. En réalité, j'ai une affaire dans la tête qui a fait l'objet d'articles et d'analyses tout à fait passionnantes d'un ancien journaliste du Monde, chroniqueur judiciaire Dumay, qui en effet un jour a attiré l'attention sur l'affaire de Perrois et sur un passage d'écoute où, à l'évidence, pour qui lisait l'extrait de bonne foi, il y avait un grave problème qui était posé et qui, en tout cas, ne coïncidait pas avec la vision officielle qui a été donnée par la cour d'assises et par la condamnation qui a suivi. Autrement dit, le fait que cette écoute ait été connue de la cour d'assises au moment de l'arrêt ne portait pas réellement à conséquence, puisque malheureusement, l'élément contenu dans cette écoute n'avait pas été discuté durant les débats. Et c'est cela qui compte. Ça n'est pas le fait qu'un élément soit connu, c'est le fait qu'un élément ait été débattu. Et je vous rejoins tout à fait, monsieur le rapporteur, en disant que peut-être l'enregistrement sonore réglerait un grand nombre de problèmes, notamment en démontrant si oui ou non l'ensemble d'un dossier, de manière exhaustive, dans tous les points contestés ou admis, a été discuté. C'est le premier point. Deuxième point, je dirais que vous l'avez vous-même allusivement évoqué, il me semble que la structure mise en place entre la commission de révision et la cour de révision est un petit peu lourde, un petit peu pesante, et je ne doute pas qu'on pourrait imaginer un système qui réduirait cette double structure en une seule, sans faire perdre la vigilance, la qualité de l'examen et l'objectivité qui sont nécessaires lorsqu'on examine les motifs de révision. Troisième observation sur ce plan, il me semble, et je n'ai rigoureusement rien contre la Cour de cassation, mais j'ai parfois l'impression, quand je me suis documenté sur la théorie de la révision, que, au fond, est-ce qu'il ne serait pas utile de panacher ces structures de révision à la Cour de cassation ou même dans le cadre d'un réexamen, même si là c'est plus facile, me semble-t-il, en tout cas dans le premier cas,
avec une composition de commissions ou de cours qui serait, je dirais, plus diverse, plus contrastée. Il me semble qu'il ne serait pas mauvais que le regard sur le processus de révision puisse être celui d'une magistrature plurielle. Il n'est pas nécessaire de faire dans la surabondance, mais je ne verrai que des avantages à l'idée que dans cette commission ou cette cour, si vous décidiez de la rendre unique, eh bien, il y ait un magistrat d'un tribunal, d'une cour d'appel et bien sûr quelques magistrats éminents de la Cour de cassation. Je ne vois pas au nom de quoi, pour ces processus qui exigent intelligence, lucidité, objectivité, impartialité, il devrait y avoir forcément une prime intellectuelle à la Cour de cassation sur ce plan-là. Et au fond, j'en ai presque terminé avec mon propos liminaire. Je ne vois pas, si vous voulez, une fois que vous aurez retouché ces éléments-là, je ne vois pas ce qui fondamentalement devrait être modifié substantiellement. J'ajoute que je ne voudrais pas que les propositions que vous allez faire, si vous les accordez au sentiment dominant qui semble être celui qui résulte des auditions, soit finalement une augmentation du doute et de la méfiance à l'égard des décisions de justice et en matière criminelle. J'ose dire que, par expérience, et puis parce que je me suis intéressé en tant que citoyen à beaucoup de procès, j'ai l'impression que c'est notre justice qui fonctionne le mieux. Et bien sûr, je termine là-dessus, l'enregistrement sonore que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, à juste titre, ne serait pas seulement utile pour vérifier la qualité et la fiabilité des débats, mais aussi pour infirmer ou confirmer leur qualité éthique et morale. Imaginons que nous ayons eu, dans l'affaire Omar Haddad, un enregistrement sonore, eh bien, aujourd'hui, nous ne serions plus obligés de nous interroger sur la manière dont le président de l'époque a présidé, s'il a été raciste dans ses propos ou pas, on saurait très exactement ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, à une certaine époque, lorsqu'on m'avait demandé mon avis sur l'enregistrement sonore, j'avais été réticent parce que j'avais craint que cet enregistrement sonore servît à contrôler la parole libre de l'avocat général. Mais à côté de ce désagrément, que d'avantages, finalement, me semble-t-il, à partir du moment où les parties au procès parviendraient à sortir de la théâtralité. Au fond, messieurs les rapporteurs, voilà un petit peu, sans doute trop longuement, le point de vue que j'ai aujourd'hui sur ce sujet passionnant et Merci beaucoup, monsieur l'avocat général. Avant de donner la parole à Georges Fenech, qui a exercé les mêmes fonctions que vous, je voudrais reprendre une discussion sur 2 points. On a évoqué la possibilité, en cas d'acquittement, de procès de révision. Est-ce que cela est susceptible d'attirer votre attention ? Ou bien alors, l'acquittement, c'est l'acquittement et on ne ressaisit pas en cas d'éléments nouveaux. C'est la première question que je veux vous poser. Et la deuxième question, sur le rôle du procureur général. Le procureur général n'a pas la possibilité de saisir la commission de révision. Il a la possibilité de saisir la commission de réexamen. Cela étant, le président de la commission de réexamen nous a dit que le procureur général ne l'avait jamais saisi. Jamais. Or, M. Marin nous a dit qu'il aimerait, au nom de l'équilibre des 2 procédures, pouvoir être l'une des personnes qui soit amenée à saisir la commission de révision. Est-ce que cela vous semble un progrès ? L'autre élément que je voudrais avoir comme avis
de votre part, c'est sur les parties civiles. Quel rôle doit-on donner aux parties civiles, et aux victimes, dans tout ce problème de la commission de révision? Est-ce que, en particulier, au moment de ce que Georges Fenech et tout à l'heure, Monsieur le Président de la commission de réexamen a parlé de la zone grise, c'est-à-dire le moment où on annule et on se prononce pour l'élargissement de la personne tant que la Cour de révision n'a pas statué, puisque après tout, la décision elle est annulée. Bon. Est-ce que sur cette période-là, quel est le rôle que vous verriez jouer aux parties civiles pendant cette période, sur les possibilités d'élargissement, sur les contrôles, voilà. Dans l'affaire de Perrois, j'ai là le mémoire qui m'a été adressé hier par son avocate, c'est très intéressant. Elle note que les parties civiles se sont comportées en réalité comme le parquet général, puisque celui-ci n'est pas intervenu. J'aurais tendance à répondre très clairement oui à vos deux premières questions et à hésiter pour la dernière. En ce qui concerne la première question sur le fait qu'il y ait une possibilité de révision pour les acquittements, eh bien sûr, je crois que je raisonnerai par une sorte de parallélisme des formes également par rapport à l'appel. Lorsque l'appel a été créé, initialement, on l'avait voulu comme une seconde chance, qui ne devait servir, en définitive, que les intérêts de l'accusé. Et à la suite d'une affaire dans laquelle j'étais avocat général, on a considéré qu'il fallait faire de l'appel criminel un appel classique, au fond, et que, bien sûr, le procureur général aurait le droit d'interjeter appel des acquittements. Eh bien, il me semble que je ne vois pas de raison pour ne pas raisonner de la même manière en matière de révision, même si, bien sûr, l'acceptation d'une telle piste créera un certain émoi au sein du barreau. Premier point. Le deuxième, je dirais que, de la même manière, votre seconde question qui, je crois, consistait à... Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, j'ai un léger trou. Votre deuxième question, c'était... Ah oui, pardon. En effet, absolument, bien sûr. Le parquet général, je serais assez favorable que pour faire droit à la demande qui a été formulée, à la suggestion qui a été faite par le procureur général Marin, au fond de permettre au procureur général d'introduire une procédure en révision. Pour le troisième point, à la fois, bien sûr, je suis écartelé entre, dans notre climat d'aujourd'hui, par la volonté de donner une place considérable aux parties civiles, mais en même temps par la crainte que nous aboutissions tout de même à forcer le trait à une sorte de télescopage permanent entre un ministère public qui est en charge de l'intérêt social et donc évidemment de la parole et du discours des victimes, et qu'au fond, on éclate une justice au lieu de la rendre structurée et cohérente. Si je peux me résumer, oui pour les deux premières questions et, pardon, un petit peu d'incertitude pour la dernière. Oui, monsieur l'avocat général, en entendant votre propos introductif sur le respect de l'autorité de la chose jugée, j'aurais pu imaginer qu'ensuite, vous disiez il n'y a rien à changer. Et en réalité, vous réaffirmez votre attachement à l'autorité de la chose jugée, ce qui est tout à fait normal et que je partage d'ailleurs, mais en réalité, vous faites preuve d'imagination, puisque vous nous avez suggéré des réformes qui ne sont pas des réformes anecdotiques. Vous nous dites il faut retenir le fait nouveau, connu, mais non débattu. C'est un élément très important. Vous nous dites il faut enregistrer les procès criminels.
c'est aussi une avancée considérable. Et enfin, vous êtes pour une modification de la composition de la Cour de révision, parce que vous souhaitez, vous pouvez imaginer une composition mixte composée de magistrats de la Cour de cassation, mais aussi des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. Mais en vous entendant, je pensais que vous alliez aller plus loin encore, puisque nous rappelons bien sûr que les magistrats de la Cour de cassation jugent habituellement toujours le droit et non pas le fait, alors que là on est sur du fait. Hein. En dehors de la commission de réexamen, la Cour de révision, c'est quand même du fait. Est-il ou non, existe-t-il ou non un doute pour réexaminer l'affaire? On est sur l'appréciation des faits. Donc il me paraît effectivement sain que ce soit des magistrats qui habituellement jugent le fait, c'est-à-dire les cours d'appel et les tribunaux correctionnels, mais pourquoi ne pas aller plus loin et dans le souci de respect des parallélismes des formes, introduire aussi un échevinage des jurés ou des personnalités civiles, par exemple, qui seraient amenés à prendre une décision aux côtés de magistrats professionnels. Vous voyez jusqu'où nous pourrions aller, redonner au peuple la parole sur l'appréciation factuelle d'éléments nouveaux qui peuvent remettre en cause ce que le peuple en premier avait dit. En même temps, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, il est évident que la procédure de révision est reliée très directement à ce qui précède. Et je trouverais, mais je vous rejoins quasiment, je trouverais un petit peu paradoxal dans le système d'aujourd'hui qu'on fasse un échevinage tel que celui que vous évoquez au niveau de la révision, alors que par ailleurs, et je regrette profondément cette réforme, on a décidé d'amputer la cour d'assises à une certaine époque d'un certain nombre de ses jurés. Et donc, je trouverais un petit peu paradoxal qu'on remette un petit peu des jurés au niveau de l'échevinage, alors qu'au fond, on a appauvri la cour d'assises. Je crois qu'ils sont 6 aujourd'hui en première instance. Il me paraîtrait, je ne sais pas si c'est concevable, en tout cas, ça n'est pas votre mission, j'aurais préféré que d'abord on modifiât ce qui a été décidé de manière, à mon sens, discutable. Si j'ai gardé la Cour de cassation dans cette commission pluraliste, c'est que, au fond, j'avais envie de garder un petit peu la diversité judiciaire, et autant je trouverais discutable que la Cour de cassation soit seule représentée dans la commission et la Cour de révision, comme c'est le cas aujourd'hui, autant je trouverais positif qu'elle puisse faire coexister sa réflexion avec celle de magistrats, de tribunaux et de cours d'appel. Alors, peut-être que l'échevinage que vous évoquez serait une bonne chose, il irait en effet au bout d'une logique, mais vous voyez, j'aurais préféré une méthode, pardon, plus cohérente, mais vous n'en êtes pas responsable. On appauvrit une cour d'assises en amont, et puis tout à coup on met les jurés, les citoyens, là où pour l'instant ils n'ont jamais été. Je me demande si ça n'apparaîtrait pas comme une bienfaisante, peut-être, incongruité tout de même. Merci. Dernière question. Sur la notion de doute. D'abord, j'aimerais savoir si, en tant qu'avocat général, vous avez déjà requis un acquittement. Plus d'un. Souvent. C'est intéressant. Enfin, souvent, non. Mais en tout cas, l'avocat général aux assises, aujourd'hui, enfin depuis des années, il n'y a que les avocats qui s'étonnent du fait qu'un avocat général requiert un acquittement. Au fond, ce que doit faire un avocat général, c'est affirmer aussi bien une culpabilité qu'un doute substantiel et donc un acquittement, ou une innocence quand il la rencontre. Je ferai une distinction radicale, comme vous, probablement, dans les fonctions que vous avez exercées, entre le doute substantiel
qui est plutôt la non-culpabilité et évidemment l'affirmation de l'innocence qui est tout à fait autre chose. Mais peut-être faudrait-il aussi, pardon, je suis trop long là-dessus, par l'école de la magistrature ou ailleurs, faire une sorte de pédagogie collective qui ferait comprendre au président des cours d'assises que ça n'est pas honteux d'instiller ou d'animer un délibéré qui conduit inéluctablement au doute substantiel et donc à l'acquittement, qu'il n'est pas nécessaire de forcer le trait. La notion de doute substantiel, de doute substantiel, nous, on y réfléchit aussi beaucoup. Parce que dans l'esprit du législateur de 1989, date de la dernière réforme en ce qui concerne la Cour de révision, le législateur n'avait pas qualifié ce doute. Il n'avait pas rajouté doute sérieux ou doute raisonnable. Il voulait dire, enfin nous pensons dans l'esprit législateur que le moindre doute devrait conduire, non pas à une déclaration d'innocence, mais au moins à un nouvel examen, un nouveau procès. Le moindre doute. Or aujourd'hui, on se rend compte que les 8 décisions auxquelles faisait référence mon collègue Alain Tourret sont des décisions qui s'appuient sur des certitudes de non-culpabilité et pas simplement de doute. Alors, est-ce que vous partagez cette idée qu'on pourrait inscrire dans la loi que le doute simple, le moindre doute, devrait pouvoir être pris en compte et pas le doute sérieux, raisonnable ou substantiel comme vous venez de qualifier. C'est encore une nouvelle qualification. Ce qui me gênerait dans le moindre doute, vous voyez, c'est le fait que dans un procès, même totalement réussi, vous avez une multitude de doutes périphériques qui ne sont pas levés. Je veux dire par là que notre système français, en tout cas la manière dont je l'ai appréhendé durant un certain nombre d'années, m'a persuadé que même devant un procès réussi, aussi bien par la qualité des débats que par l'arrêt, exemplaire qu'il soit équitable dans la sévérité comme dans l'indulgence, eh bien, on avait toujours un sentiment un peu d'inachèvement. J'ai parfois l'impression que dans notre culture, en cour d'assises, on n'exige pas seulement la vérité judiciaire, mais qu'on rêverait d'une forme de vérité métaphysique. Au fond, on aimerait tellement tout savoir lorsqu'on termine un procès, sonder le cœur et les reins, connaître tout de l'accusé, avoir mesuré tous les paramètres, et on sait bien que c'est impossible. Et donc, il y a probablement, à la fin des procès français, alors que dans la culture anglo-saxonne, ils sont beaucoup plus modestes et donc plus efficaces, est vrai ce qui peut être démontré judiciairement. C'est tout à fait différent. Je veux dire que dans nos procès, il y a une multitude de petits doutes qui tombent en quelque sorte, qui créent de la frustration, mais qui ne sont absolument pas de nature à affecter le cœur de l'accusation et les conclusions répressives qui ont été tirées. C'est pour cela que j'évoquais, mais peut-être que moi-même, dans ma pratique, j'ai été discutable. Peut-être que trop commodément, j'ai baptisé doute dérisoire ce que j'aurais dû percevoir comme doute substantiel. Mais je crois qu'il faut le moindre doute. Il me semble que ce serait un petit peu dangereux dans la mesure où ça multiplierait les procédures de révision et ça risquerait de faire confondre le doute véritable, authentique, substantiel, certain, sérieux, presque irréfutable, si j'ose contraste absurde, avec le moindre doute que vous évoquez qui n'affecte pas forcément le cœur de la preuve. C'est très clair, mais voilà. Bon, monsieur le procureur général nous disait réfléchissez sur l'élément nouveau à propos du fait nouveau. Parce que ce doute doit s'appuyer sur un fait nouveau. Et il nous disait qu'aucune décision n'avait pris en compte l'élément nouveau. Est-ce que vous estimez à partir de ce moment-là qu'il est bon de conserver les deux alternatives, fait nouveau ou élément nouveau?
Car chacun comprend bien qu'un élément nouveau, ce n'est pas forcément un fait matériel, ça peut être autre chose. Donc, je voudrais bien avoir votre avis à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous mettez derrière la notion d'élément nouveau, puisque nous n'avons pas de décision de jurisprudence à cet effet? Par là, même si bien sûr, j'arrive à percevoir qu'avant la brutalité du fait nouveau, cette évidence, il peut y avoir des éléments qui apparaissent comme de nature à mettre en cause ou à mettre en doute la condamnation qui a été prononcée. Mais ces éléments nouveaux, vous le dites vous-même, auraient une tonalité immatérielle et ils rendent encore plus fondamentale la nécessité de voir si, étant immatériel, impalpable, l'objet des débats et de discussions durant la cour d'assises, ils n'ont pas été abordés. Je vois mal, dans la tête du procureur général, j'aurais aimé qu'il me donne un exemple de la distinction qu'il fait entre éléments nouveaux et faits nouveaux. Parce que l'élément nouveau tel que je l'analyse, s'il n'a pas été mentionné, évoqué, appréhendé lors du premier débat, ça voudrait dire alors clairement qu'il y a eu une médiocrité de la présidence, et d'ailleurs c'est l'une des faiblesses de la cour d'assises, par certains côtés, qu'elle exige l'excellence, et notamment l'excellence du président. Alors je ne vois pas, sinon alors peut-être qu'on a manqué un élément psychologique important ou qu'on n'a pas tenu compte de certaines expertises autant qu'il aurait fallu. Je m'en tiendrai plutôt parce qu'alors on rentre à nouveau, si on ajoute aux faits nouveaux éléments nouveaux, il me semble qu'on va créer une zone relativement floue, confuse, qui va agrandir le pouvoir d'analyse de la commission de révision, mais qui ne rendra pas les choses infiniment plus claires. Alors peut-être faudrait-il, mais là je n'ai pas la réponse, vous demander, vous interroger, est-ce qu'il ne serait pas dans votre inventivité possible de créer un seul terme qui télescoperait à la fois la nature factuelle d'un événement et peut-être les données plus impalpables auxquelles semble songer le procureur marin. Voilà. Je ne saurais pas pour l'instant vous offrir une piste sérieuse, mais la distinction élément-fait risque de compliquer un débat, une analyse. Est-ce que la commission ne pourrait pas trouver un terme qui définirait à la fois l'élément et peut-être le rendrait compatible avec le fait? Voilà. Question, on vous remercie de cela et en vous disant que si vous avez un mémoire à nous faire parvenir, nous en serions très friands. Voilà, mais je ne doute pas que vous allez le faire. Bon, juste une dernière question sur la motivation. La motivation, ça nous interpelle beaucoup, puisque la France a été condamnée, en particulier 5 fois cette année, pour la non-motivation des décisions rendues par les cours d'assises, condamnée par la justice européenne. Bon, que le code de procédure pénale a, en 2011, un peu modifié sur une motivation à minima avec des réponses à des questions préexistantes qui sont données au président de la cour d'assises. En tant que juriste, je dis toujours ça, une motivation, je ne vois pas comment on peut faire une motivation à minima. La motivation, elle doit être complète, elle doit être totale. Si on exige une motivation dans des affaires de police contraventionnelle, par moments très importante en droit du travail, pour avoir plaidé
bien souvent en matière de droit du travail devant les tribunaux de police, c'est par moments des choses très importantes. Et là, devant la cour d'assises, il n'y aurait pas une motivation complète. C'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup de mal, en tant que citoyen, là, à admettre. On me dit c'est difficile, c'est complexe et tout. Ça, ce n'est pas des réponses pour moi. Et j'ai le sentiment profond que depuis plusieurs années, pour des questions de rapidité, etc., on motive de moins en moins. On motive de moins en moins. Et ça, c'est un droit absolu qu'ont les citoyens d'avoir une motivation. Pourquoi ils ont gagné, pourquoi ils sont perdus, pourquoi ils sont condamnés, pourquoi ils sont acquittés. Puisque vous me dites que c'est la dernière question, je suis navré de devoir terminer sur une opposition entre nous. Je suis au contraire, alors je ne discute pas, elle est là, la motivation, même sommaire. Sur le principe, je serais assez d'accord sur l'analyse de la motivation, où elle est complète, ou elle ne l'est pas. Ce qui me fait très peur, mais j'ai admis tout à l'heure mon erreur en ce qui concerne l'appel, puisque je l'ai intégré, et donc je considère que ce n'était pas une mauvaise chose d'instaurer un appel, même si évidemment aujourd'hui les avocats, avec cet appel devenu classique, se rendent compte, et c'est tout à fait normal, qu'il n'est plus uniquement un allié du barreau. Mais ce qui me gêne justement à propos de la motivation, c'est qu'elle continue un mouvement qui fait de la cour d'assises une sorte de super correctionnel. Moi, j'ai très peur, si vous voulez, que dans les évolutions, appauvrissement du nombre de jurés, motivation, et il y aura probablement d'autres modifications, il y ait au fond de l'esprit politique, gauche-droite confondu, peut-être un désir de réduire le caractère singulier de la cour d'assises, d'atténuer son caractère populaire, et c'est très clair, la motivation, et surtout si on la rendait plus complète, elle donnerait un pouvoir accru aux magistrats. Moi, j'aurais rêvé, et je peux le dire aujourd'hui, qu'on conservât à la cour d'assises une forme de pureté que l'appel n'a pas dénaturée, je l'admets volontiers, mais pour rien au monde, je ne voudrais favoriser une sorte de glissement peu à peu vers, encore une fois, je ne saurais trouver un meilleur terme qu'une super correctionnelle. Déjà, si j'ai bien lu le texte à l'époque, lorsque la réponse aux questions est trop difficile, on peut éventuellement ne rendre pas l'arrêt sur le champ. C'est cela. On a des jurés en moins, on a une motivation. Au fond, on a banalisé la cour d'assises. Et cela me paraît grave, même si, bien sûr, d'aucuns, mais de manière absurde, disent qu'elle a été banalisée à partir du moment où la peine de mort a été heureusement abolie. Mais c'est en ce sens-là que je me sépare de vous. Et si vous me permettez, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs, je réfléchissais en même temps à votre question sur le fait et l'élément. Est-ce qu'une solution ne serait pas que vous tentiez d'intégrer dans la définition du fait nouveau, dans son ancrage législatif, une sorte de... que vous donniez au fait nouveau une définition qui ferait apparaître autant que possible à la fois son caractère évident, irréfutable, réaliste, et en même temps montrer qu'il peut être composé de choses plus subtiles, plus impalpables. Je n'ai pas la définition, je ne saurais pas la faire, mais peut-être que là, on résoudrait, sinon, cette contradiction un peu difficile entre éléments et faits, au fond. Nous vous remercions.